Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, cette semaine, tu nous proposes un segment rétro quand même assez rempli avec la Pontiac Grand Prix 69-72. Oui, peu de modèles ont eu l'occasion de définir ou de redéfinir un segment. En se réinventant, ce que la Grand Prix a réussi à faire, c'est ce que la Grand Prix a réussi à faire, et sera un impact sur le marché nord-américain dans les années 70, 80, voire même 90. Derrière l'auto, il y a un homme dont vous avez sûrement entendu parler, car il a ensuite construit un certain coupé en acier inoxydable avec des portes-papillons. Ah, je pense que je sais de quel véhicule tu parles, mais parle-nous des débuts là, de la Pontiac Grand Prix pour commencer. Au tout début des années 60, General Motors s'est bien embêtée. Elle n'a rien pour contrer le succès de la Ford Thunderbird qui vient de passer à 4 places lors de son renouvellement de 1958. Cela amènera au développement de la Buick Riviera 1963 au terme d'un concours interne. Le problème pour Pontiac, c'est que Buick était sûr de gagner dès le début. Il faut savoir qu'à cette époque, les divisions de GM sont bien plus autonomes et en compétition les unes avec les autres qu'aujourd'hui et que Buick avait un grand besoin de véhicules images. Mais Pontiac va de l'avant et crée pour le millésime 62 la Grand Prix, qui est en fait une Catalina, modèle pleine grandeur qui repose sur le châssis B-body d'empattement de 120 pouces, avec une calandre et des décorations extérieures revues, ainsi qu'un équipement complet et un V8 389 pouces cubes de 303 chevaux de série. C'est un peu juste, mais 30 195 exemplaires trouvent tant de même preneur. À partir de 1963, la Grand Prix trouve sa place sur le marché tout en conservant la même recette. Base de Catalina, style légèrement modifié, plus d'équipement et un V8 plus puissant que les modèles d'entrée de gamme. Mais à partir de 1966, les ventes baissent et rendu au millésime 68, la Grand Prix ne semble plus convaincre grand monde, même à l'intérieur de GM. Les designers détestent cette année modèle et parmi la direction de Pontiac, on commence à parler dès le début de 1967 d'arrêter ce produit. Avec 31 711 exemplaires produits en 1968, on est loin du pic de 1963 à 72 959 unités. C'est là qu'il va y avoir une idée qui va tout changer. Oui, tout à fait. Mais pour le moment, dans les bureaux de style, les designers continuent leur travail comme d'habitude. À l'automne 66, ils réalisent une maquette à l'échelle 1 sur base de châssis pleine grandeur B-body prévu pour 1969. L'idée est de faire évoluer le style de modèle 68, mais cette option ne semble pas satisfaire grand-chose. Début 67, Ben Harrison, qui est responsable de la planification chez Pontiac, fait une suggestion qui va tout changer. Évidemment que la Grand Prix doit reprendre une base existante pour limiter les coûts et justifier sa présence dans la gamme. Mais personne n'a dit qu'il fallait absolument que ce soit le châssis B-body. Pourquoi ne pas utiliser le châssis A-body des modèles intermédiaires, c'est-à-dire les Tempest, Le Mans, GTO, qui vont être renouvelés pour 1968 ? Le directeur général de la division s'empare de l'idée. Son nom, John Zachary DeLorean, ex-ingénieur pour Chrysler, Packard et Pontiac, père spirituel de la GTO, futur directeur général de Chevrolet, démissionné de GM en 1973 avant de partir fonder sa propre compagnie, qui produira la TMC-12, nom de Zeus. Celle-là qu'on parlait, là. Voilà. On le retrouvera en 1982 dans une chambre d'hôtel en compagnie d'agents du FBI et de 27 kilos de cocaïne. Mais avant tous ces déboires... Mais oui. Mais avant tous ces déboires, DeLorean est une étoile montante chez GM. Il vient d'être nommé à la tête de Pontiac en 1965. Il a alors 40 ans. Ce qu'il veut, ce sont d'abord et avant tout des produits excitants. Mais le budget alloué pour la Grand Prix est maigre et un changement d'orientation du programme réduit le temps de développement pour la présentation au millésime 69. L'idée de base est simple. À partir de la cloison pare-feu jusqu'à l'arrière, il s'agit d'une A-body coupée qui repose initialement sur un empattement de 112 pouces. Mais à l'avant de la cloison pare-feu, l'empattement est allongé de 6 pouces pour donner des proportions uniques à l'auto. Pour marquer la différence, le châssis prendra le nom de G-body. Pontiac se vantera d'ailleurs dans sa brochure de 1969 d'avoir le capot le plus long de l'industrie. C'est sous la direction de Jack Humbert que Wayne Vieira, qui deviendra directeur plus tard du design de Saturn, et son équipe réalisent au printemps 67 une première maquette en argile à l'échelle 1. Le tout en à peine 2 semaines, un délai incroyablement court. DeLorean approuve immédiatement le modèle. Avec un châssis allongé et une carrosserie originale, DeLorean doit trouver des moyens pour réduire ses coûts de production. Il passe alors un accord avec Pete Estes, directeur général de Chevrolet et ancien patron de DeLorean, lorsqu'il était à la tête de Pontiac. DeLorean lui montre la maquette de la Grand Prix et les deux s'entendent pour partager les coûts d'outillage du toit, ce qui permettra à Chevrolet de sortir sa propre Personal Luxury Car dès 1970, la Monte Carlo. C'est une tactique
peu orthodoxe chez GM, car à l'époque, rappelez-vous, les différentes divisions sont en concurrence directe. DeLorean ça va s'avérer le champion de la Grand Prix et pousser tout le monde, ingénierie, production et fournisseurs extérieurs, pour que l'auto soit présentée à l'automne 1968. Et là, la Grand Prix, elle arrive sur le marché comme prévu. Effectivement, en septembre 68, en même temps que les autres Pontiac, excepté la Firebird. C'est la première fois qu'elle est disponible au Canada, son rôle étant précédemment tenu dans la gamme Pontiac canadienne par la Grand Parisienne. La Grand Prix vient de série avec un 400 pouces cubes de 6 litres 6, développant 350 chevaux, couplé à une boîte manuelle à 3 rapports avec commande au plancher, des sièges baquets, une console centrale, une horloge électrique, une boîte à gants éclairée et des inserts en faux bois. D'autres moteurs sont également disponibles. 400 pouces cubes de 265 chevaux, 428 pouces cubes de 370 chevaux et 428 pouces cubes high output de 390 chevaux, ainsi qu'une boîte manuelle à 4 rapports et une boîte automatique à 3 rapports TH400. En bonne américaine de l'époque, tout le reste est en option. Direction assistée, frein à disque assisté, roue rallye 2, vitre électrique, verrouillage central, dégivrage électrique, toit en vinyle, volant ajustable en hauteur, différentiel à glissement limité, compte-tours sur le capot, installé en concession, radio, régulateur de vitesse, vitre teintée, siège conducteur à réglage électrique, intérieur en cuir. Pour les amateurs de performance, un groupe d'équipements modèle SG est proposé. Le nom est inspiré par les Duesenberg des années 30. Il comprend le V8 428 pouces cubes de 370 chevaux, les freins à disque, un différentiel arrière de 3,55 pour 1, boîte manuelle, une suspension à contrôle automatique de niveau, des pneus à flanc blanc, une instrumentation complète et des logos spécifiques. Les pneus à flanc blanc, ça fait partie des performance packs dans ce temps-là. Voilà. Qu'est-ce que la presse automobile en pense de ce véhicule-là quand c'est sorti? L'accueil est excellent. Les lignes originales sont appréciées, tout comme la tenue de route. Henry Manny conclura son essai dans l'édition de juillet 69 du magazine Road & Track par ces mots. C'est une bien meilleure GT que certaines autres, pourtant célébrées, que j'ai conduites. Le guide de l'auto, dans son édition 69, abonde dans le même sens et termine son essai d'un modèle à moteur 400 en disant: étant donné son format, la Grand Prix ne peut avoir les prétentions d'une sportive et son comportement sur la route est celui d'une limousine confortable, lourde et stable. Une direction rapide et précise et des freins très adéquats la placent cependant au-dessus des grosses voitures de luxe reconnues. Devant la réaction des journaux, Pontiac espérait vraiment recevoir le titre de voiture de l'année 1969 du magazine Motor Trend, mais la Grand Prix sera battue par la Plymouth Roadrunner. Il faut dire que la marque avait déjà remporté le titre en 1959, 61, 65 et 68. Le public est emballé. Par rapport à 1968, la production augmente de 255% à 112 486 exemplaires. Clairement, Pontiac a su toucher la clientèle en offrant un style unique, une tenue de route décente, un bon confort, le tout avec un prix attractif. Elle est moins chère que les Buick Riviera et Ford Thunderbird. Pour plusieurs observateurs de l'industrie, la Grand Prix vient de redéfinir le segment des personal luxury cars. À partir de là, tout le monde ou presque va copier la recette de Pontiac, à commencer par Chevrolet dès l'année suivante. Puis c'est là que le vent commence à tourner, là. Oui, alors les années 70 commencent et une plus grande pression du gouvernement et des compagnies d'assurance pour mettre la sécurité et la pollution au centre des préoccupations des constructeurs va considérablement changer la donne. L'incroyable décade de Pontiac, avec une renaissance débutée en 1959 alors que la marque était sur le point de disparaître, va bientôt se terminer, mais personne ne le sait encore. Premier signe, en février 69, DeLorean quitte Pontiac pour prendre la tête de la division Chevrolet, un mouvement perçu par certains comme la ligne droite vers la direction de GM. Il est remplacé par Jim McDonald. Ce dernier n'est pas un amoureux du produit et cela va se voir dans les années qui suivent. En attendant, la Pontiac Grand Prix entame en 1970 sa seconde année sur le marché sans connaître de grands changements. La calandre est revue, avec une grille à barre verticale, tout comme les feux arrière et les poignées de porte affleurantes qui sont redessinées. La plus grosse nouveauté de l'année est le remplacement des 428 pouces cubes optionnels par un 455 pouces cubes de 7,5 litres high output de 370 chevaux. Les 400 pouces cubes continuent, eux, sans changement. Il est moins puissant, mais nettement plus coupleux. Les ventes de 1970 baissent dramatiquement, moins 42%, soit 65 750 exemplaires. Nul doute à cause du lancement de la Monte Carlo, moins prestigieuse, certes, mais également vendue 22% moins cher et écoulée à 145 976 exemplaires.
La Grand Prix bénéficie d'un restylage significatif. Pour 1971, la calandre, dessinée par le styliste Gordie Brown, intègre des phares simples et une grille à 2 niveaux séparés par le pare-choc. Les lignes sont plus saillantes tant à l'avant qu'à l'arrière. La partie arrière, en pointe, se fait l'écho de l'avant. Les selleries sont revues et l'option cuir, qui n'avait jamais été très populaire, est retirée. La version de base prend le nom de J dans la littérature du constructeur, tandis que le groupe SJ est toujours proposé. Côté technique, les freins à disque et la direction assistée viennent de série, alors que les moteurs voient le taux de compression baisser afin de pouvoir utiliser de l'essence ordinaire. Les puissantes sont ressentent évidemment 300 chevaux sur le 400 pouces cubes de série et 325 chevaux sur le 455 pouces cubes. À partir de mars 1971, les boîtes de vitesse manuelles ne sont plus offertes. Elles ne représentaient de toute façon qu'à peine 1% des ventes. Et la boîte automatique TH400 vient de série. Pontiac ajustera ses prix en fonction. Tout cela ne suffit pas à motiver les acheteurs et les ventes baissent encore de 11% à 58 325 exemplaires. Mais elles sont encore largement au-dessus de celles du niveau de 1968. Et la Grand Prix devait être entièrement renouvelée là, pour 1972. Et oui, tout à fait. Mais une grève de l'UAW à la fin de 1970 et les nouveaux mandats fédéraux en matière de pare-choc obligeront GM à repousser ses plans d'1 an. C'est pourquoi les changements de l'année modèle sont finalement assez restreints pour 1972. Nouvelle grille de calandre, sellerie revue, voyant de fermeture de ceinture de sécurité à partir du 1er janvier 72 et allumage électronique de série. Les puissances baissent sensiblement, 200 chevaux pour le 400 pouces cubes et 220 chevaux pour le 455, mais c'est à cause de l'obligation d'annoncer des chiffres nets avec les accessoires installés sur le moteur plutôt que bruts. La production augmente de 58% à 91 961 exemplaires par rapport à 1971, ce qui augure bien pour la suite des choses. Mais là, il faut que tu nous parles de l'ultime Pontiac Grand Prix. Oui, l'ultime Pontiac Grand Prix, c'est par ce slogan que le catalogue présente la Pontiac Grand Prix SSG fabriquée par Hearst. On connaît surtout la compagnie Hearst pour ses leviers de vitesse et sa collaboration avec Oldsmobile pour les Hearst Halls à partir de 1968 et jusqu'en 1984, mais elle a également apposé son nom sur des produits AMC, Jeep et Chrysler, la rarissime 300H de 1970. Hearst et Pontiac travaillent ensemble depuis 1965, année où la marque a commencé à installer des leviers de vitesse de performance. Hearst décide en 1970 de créer une série spéciale baptisée sur la Grand Prix. Pour obtenir une SSG, un nom aussi dérivé de chez Duesenberg, le client doit commander chez Pontiac une Grand Prix selon les spécifications suivantes. Un modèle J, les modifications en SSJ ne sont pas compatibles avec la SJ. Okay. Couleur blanc caméo ou noir Starlight, intérieur noir ivoire ou sandalwood. Sélectionner les options obligatoires qui sont rétroviseur couleur carrosserie, pneus à flanc blanc, roues rallye 2, à moins que le client ne désire commander des roues chez Hearst, et choisir ou pas les options recommandées, roue de secours de taille réduite et ensemble tenue de route. Hearst n'a pas de demande spécifique concernant la mécanique. Reste à sélectionner les options ajoutées chez Hearst. Roue Polycast American Racing ou Kragar, levier de vitesse Hearst, amortisseur ajustable, ordinateur de bord, alarme, télévision noir et blanc Sony et même un téléphone mobile. Hearst précise qu'il est possible d'ajouter encore d'autres options sur commande spéciale. Ensuite, la voiture est livrée chez Hearst Research Corporation à Southfield, dans le Michigan. Là, la compagnie installe un toit ouvrant, une finition en vinyle de la partie arrière du toit et les équipements commandés, puis réalise une peinture ainsi que les pinstriping dorés typiques des Hearst de cette époque. Une fois terminé, le client peut venir chercher son auto à Southfield ou organiser une livraison à domicile contre supplément. Les historiens spécialistes de Hearst expliquent qu'il existe une légère confusion dans les chiffres de production, mais les nombres qui reviennent régulièrement sont 272 exemplaires en 70, 157 en 1971 et 60 en 1972. Dans tous les cas, le programme aura connu un succès modeste et les SSJ sont aujourd'hui extrêmement rares. Ça doit valoir une palette, là. Faut déjà en trouver une. À ce moment-là, déjà, avec cet équipement-là. Puis, il ne doit pas en avoir une pareille non plus, avec tous les choix d'équipement. Ouais. Mais en gros, là, clairement, la génération, globalement, ça a été quand même un succès, là. Oui, en seulement 4 ans de présence sur le marché, la Grand Prix G-Body aura été produite en quantité presque égale, 328 522 exemplaires, que les Grands Prix des 7 années précédentes. Au cours des années 70, alors que la performance est en recul et que le luxe est mis de l'avant, nombre de constructeurs choisiront une approche similaire. La Monte Carlo sera un énorme succès pour Chevrolet, tout comme la Cutlass Supreme pour Oldsmobile. La Cordoba sauvera la marque Chrysler et même la Ford Thunderbird passera sur un châssis intermédiaire en 1977.
Quant à la Grand Prix, le meilleur sera à venir lorsqu'elle sera renouvelée en 1973. Cette seconde génération, produite jusqu'en 1977, battra des records de vente et connaîtra même la meilleure année de toute l'histoire du modèle en 1977. Quand on tient la bonne recette, ça marche. Wow, ben merci beaucoup Hugues pour ça. On a appris bien des affaires. J'ai appris bien des affaires que je m'en doutais pas, surtout les problèmes avec la loi de monsieur DeLorean. Oui. On en reparlera de ça un moment donné. Merci Hugues.